Le spectre des troubles bipolaires comporte plusieurs troubles. Avec Thomas, nous avions déjà évoqué le trouble bipolaire de type 2, qui se différencie du type 1 par une sévérité moindre et l'absence de caractéristiques psychotiques. Un troisième trouble, moins connu mais plus fréquent, est la cyclothymie. Elle se manifeste par la survenue de périodes d'humeur tantôt déprimées, tantôt augmentées, mais dont l'intensité ne suffit pas pour être cliniquement qualifiée d'épisode dépressif majeur ou d'épisode hypomaniaque. Une anxiété forte est souvent présente, aux côtés de l'abus de substances telles que l'alcool ou certains médicaments. La cyclothymie concernerait jusqu'à 1% de la population et pourrait dans certains cas être annonciatrice d'un trouble bipolaire caractérisé. Pour en parler, nous sommes aujourd'hui à Tours, chez Lilian, un jeune étudiant en pharmacie qui souffre de ces fluctuations d'humeurs imprévisibles. Il nous parle des conséquences de son trouble, de sa prise en charge et du caractère polymorphe des symptômes de la cyclothymie. Si vous ressentez un malaise important et que vous ne savez pas comment vous en sortir, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé ou à appeler le 3114 si vous pensez à vous faire du mal. En cas d'urgence, composez le 15. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Lilian. Bonjour Mickaël. Merci de t'être proposé pour participer à cette émission. Donc on est aujourd'hui à Tours, chez toi. Tu souffres principalement de ce qu'on appelle une cyclothymie. Est-ce que tu peux nous dire avec tes propres mots ce que c'est ? La cyclothymie, ça va être un trouble de l'humeur, donc ça fait partie des troubles bipolaires. Et ça va se caractériser par des fluctuations d'humeur donc, qui vont être irrégulières et de fréquence indéterminée. Donc il va pas y avoir vraiment de schéma précis, ça va être très aléatoire. Donc voilà. Et si tu devais associer un mot ou une image à la cyclothymie, ce serait quoi ? Moi, j'y associe un renard, parce que c'est assez fourbe, un renard. Et la cyclothymie aussi, parce que ça peut arriver n'importe quand, donc on ne s'y attend pas forcément. Et ces troubles, ils sont débutés quand tu avais quel âge ? Je dirais vers une vingtaine d'années, parce que ça fait 2-3 ans, quelque chose comme ça à peu près. J'ai pas trop réfléchi à la date vraiment, mais ouais, ça fait à peu près 2-3 ans. Et ça a commencé de quelle manière ? Alors ça a commencé tout bêtement par un peu de stress. Je m'en suis rendu compte parce que j'avais des maux de ventre et des plaques sur le visage. Et donc c'est ma dermato qui m'a dit que ça pouvait être le stress. Et d'autre part, le médecin généraliste m'avait redirigé vers une gastro-entérologue à l'époque parce qu'il savait pas d'où ça pouvait venir. Et le gastro-entérologue m'a fait quelques examens, une échographie, tout ça. Et il en a conclu que tout allait bien et donc que ça pouvait, que c'était du stress. C'est aussi comme ça que je me suis dit, finalement, oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose. Moi, je m'en rendais pas compte. Donc voilà, c'était des maux de ventre principalement qui étaient dérangeants parce que les plaques sur le visage, j'avais des traitements pour les calmer. Et ensuite, ça s'est intensifié avec ce qu'on peut considérer comme des vraies crises d'angoisse, qui étaient quand même assez modérées, assez légères, mais elles étaient là. Et après, ça s'est intensifié encore et encore, jusqu'au moment où, en fait, l'anxiété a été rattrapée par la dépression et les deux ont commencé à s'entremêler. Et c'est comme ça que ça a commencé vraiment. Et voilà. Et puis, la dépression, ensuite, ça peut entraîner d'autres choses. En l'occurrence, dans mon cas, c'était des addictions, du coup, puisque quand ça n'allait pas, je consommais beaucoup de médicaments, notamment des anxiolytiques, qui sont des benzodiazépines, qui ont un risque addictif quand même assez important. Et plus ça allait, et plus la consommation était excessive. Puis mélangée avec de l'alcool et des opiacés pour potentialiser l'effet anxiolytique. Donc, ce qui n'est pas vraiment recommandé. Donc voilà, comment ça a commencé et comment ça s'est vraiment installé. Voilà. Tu parles d'anxiété, de crise d'angoisse. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se manifestait chez toi, cette anxiété ?
Alors, moi, ça a commencé quasiment toujours avec des maux de ventre, tout bête. Et après, en fait, quand j'avais ces maux de ventre, ça déclenchait tout le système de l'anxiété avec le cœur qui s'emballe, l'hyperventilation, la transpiration, et puis ce sentiment d'oppression, d'être complètement bloqué, de pas pouvoir s'extirper de ce sentiment. À ce moment-là, au début de tes troubles, est-ce que tu avais quelque chose qui te permettait d'aller mieux quand tu faisais des crises d'angoisse? Pas vraiment. Au départ, c'était juste des crises comme ça, et donc je me disais, bon, c'est pas grand-chose, ça va passer tout seul. Et avec le temps, ça ne passait pas. Donc j'ai vu avec mon médecin généraliste. Donc il a d'abord essayé les traitements à base de phytothérapie, donc qui n'ont eu sur moi aucun effet. Et ensuite, il est passé à l'Atarax ou l'hydroxyzine. Donc c'est aussi un anxiolytique un peu moins fort que les benzodiazépines. Et donc ça a marché quelques jours, pas plus. Après, l'effet s'est estompé, et là, il est passé du coup aux benzodiazépines, qui en fait après m'ont plus du tout lâché jusque même encore aujourd'hui. Et au niveau de ton humeur, tu parles aussi d'une dépression. Elle a commencé de quelle manière et à quel moment? Alors de quelle manière, je saurais pas vraiment dire. Je pense qu'elle s'est installée un peu progressivement. J'ai pas eu une chute vertigineuse vers la dépression, ça a été beaucoup plus doux. Et donc c'est arrivé 9-10 mois à peu près après les débuts de l'anxiété du coup. Et depuis, ça ne m'a jamais quitté. Et cette dépression, elle se manifeste de quelle manière chez toi? Moi, ça va être de l'hypersomnie. Je dors énormément quand je suis vraiment en bas. Ça peut être aussi, évidemment, une perte d'intérêt pour quasiment tout. Même regarder des séries par exemple, que j'adore, ça m'intéresse plus, quoi. Je vais aussi avoir des problèmes de concentration. Ça, c'est quand même assez problématique. Et je pense que ça va un peu de pair avec la perte d'intérêt, parce que forcément, on n'arrive plus à rester concentré sur quoi que ce soit. Et dans les cas les plus extrêmes, il peut aussi y avoir des choses comme le fait d'avoir envie de consommer. Donc ça, c'est comme ça que sont venues les addictions aussi. Pourquoi? Pour essayer de dormir, en fait, en se disant peut-être que quand je me réveillerai demain, ça ira mieux. En général, ça va pas forcément mieux le lendemain, mais on essaie quand même un peu de se voiler la face, et on essaie un peu de fuir la situation, parce qu'à quoi bon rester dans une situation où c'est vraiment compliqué. Donc plutôt que de s'apitoyer ou autre, je préfère dormir. Donc voilà, après c'est pas forcément la meilleure solution, mais voilà. Donc tu nous dis que c'est aussi une période dans laquelle tu as commencé à consommer des substances. Est-ce que ça a commencé tout de suite par des benzodiazépines ou ça a été d'autres substances plus classiques comme l'alcool ou le tabac? Non, moi ça a vraiment été par les benzodiazépines, parce que j'en avais déjà de prescrites, donc c'était déjà à ma portée. Et du coup, j'ai augmenté les doses par moi-même. Et j'ai consommé aussi d'autres benzodiazépines, parce qu'il y a plusieurs médicaments, plusieurs molécules dans cette classe de médicaments. Et donc, j'ai commencé à les associer les unes avec les autres, en espérant voir un effet plus important. Vu que ça n'a pas eu l'effet que j'attendais, c'est comme ça que je me suis dit, puisque ça suffit pas, je vais essayer de l'associer avec des choses comme l'alcool ou les opiacés, qui vont être des médicaments, comme j'ai dit tout à l'heure, qui potentialisent l'effet, donc qui augmentent les effets. Ce que je cherchais à atteindre, c'était le sommeil, vraiment, principalement. Une espèce de sérénité, finalement. Bon, ça n'avait pas vraiment un effet incroyable, mais tout ce qui est dépression, anxiété, ça restait là malgré tout, malgré les consommations. La consommation me permettait pas de me séparer de cette anxiété et de cette dépression. J'avais quand même un sentiment d'apaisement, c'est un peu particulier, malgré le fait que je me sente pas forcément mieux. Et au-delà du traitement anxiolytique que tu as eu et que tu as toujours, tu as eu quoi comme autre prise en charge? La prise en charge que j'ai eue tout de suite après les anxiolytiques, ça a été donc de voir un psychologue.
Donc j'ai pu en voir un grâce au CMP parce que j'avais pas forcément les moyens d'en voir un en cabinet. Donc je pense quand même que ça m'a apporté pas mal de choses de pouvoir discuter avec quelqu'un. Après, je suis pas sûre avec le recul que voilà que c'était forcément le bon psychologue avec la bonne approche, mais je pense quand même que ça m'a fait du bien. Et là, c'est vrai que j'aimerais bien justement retrouver euh, cette euh, cette partie de la thérapie que je n'ai plus actuellement. Ça me manque en fait de pouvoir m'exprimer, enfin d'exprimer ce que je ressens et de pouvoir discuter avec une personne qui puisse m'aider. Voilà. Donc ça, c'était la première prise en charge que tu as eue de ce type. Et comment est-ce que le déclic t'est venu d'aller consulter? Qu'est-ce qui a fait que un jour tu t'es dit maintenant il faut que je voie quelqu'un? Ce qui a fait que j'ai pris la décision de consulter, c'était que je savais très bien qu'à long terme, ce serait pas possible. Parce qu'il y avait peu de chances que ça aille mieux à long terme si je prenais pas de décision. Et même si j'avais pas forcément envie d'aller parler à un psychologue ou que j'avais pas très envie d'aller voir mon médecin et de lui raconter un petit peu ma vie, je me suis dit qu'il y a un moment où bah, il valait mieux le faire maintenant, quand il y a encore moyen de faire quelque chose, plutôt que d'attendre encore et encore jusqu'au moment où en fait ce serait trop tard et du coup que la prise en charge serait beaucoup plus complexe et sûrement beaucoup plus lourde aussi, pour aussi, dans un sens, me libérer du fardeau de l'anxiété, des addictions, etc. Et du fardeau de me dire, bah, dans quelques années, ça se trouve, je vais être encore pire et je devrais aller consulter et ce sera bien pire. Est-ce que la démarche en elle-même a été compliquée de trouver un professionnel? Parce que c'est souvent le cas, tu as mentionné le cas des CMP, on sait que l'attente peut être assez longue, le professionnel n'est pas forcément celui qui convient dès le départ. Comment ça s'est passé? Mon premier interlocuteur, évidemment, ça a été mon médecin généraliste, avec qui, pour le coup, j'ai une très bonne relation thérapeutique, donc ça a été assez facile, et qui, lui, m'a dit de consulter un psychologue. Et quand la prise en charge médicamenteuse au niveau dépression, etc., était un peu plus complexe, il a su en fait me dire il faut que vous voyiez un psychiatre, c'est plus dans mes compétences. Moi, je suis toujours là s'il y a besoin, mais le mieux c'est de voir un spécialiste. À ce moment-là, j'ai contacté le CMP donc de mon secteur et donc j'ai pu voir un psychologue assez rapidement. Et ensuite, j'ai fait une demande de psychiatre. Alors à ce moment-là, ça allait pas du tout. Et quand on m'a dit qu'il y avait, je crois que c'était un mois d'attente, bah, ça m'a paru une éternité. Et pourtant, un mois d'attente, c'est pas très long pour un CMP. Au contraire. Donc, j'ai eu la chance quand même, en attendant de voir le psychiatre, d'avoir le psychologue pour pouvoir essayer de faire des choses tant bien que mal. Et à côté de ça, j'avais encore mon traitement qui était là aussi au niveau purement médical pour, on va dire, atténuer un peu les choses. Puis ensuite, j'ai pu voir mon psychiatre, qui a été mon psychiatre de suivi du coup pendant 9-10 mois aussi, à peu près au moment où la dépression a commencé jusqu'à mon hospitalisation. Et donc, avec le psychiatre, ça s'est aussi bien passé. En tout cas, au départ, tout me semblait très bien. On avait une bonne relation thérapeutique. Mais c'est avec le temps, en fait, où je me suis rendu compte que malgré mes consommations excessives de certaines substances, ou ma dépression finalement qui n'évoluait pas en bien, il prenait aucune autre initiative. Et donc, je me suis dit que voilà, c'était peut-être plus ce psychiatre qu'il me fallait, peut-être qu'il fallait que j'en change, qui m'avait bien aidé pendant ce temps-là, mais que peut-être c'était pas suffisant. Et c'est aussi ce que je me suis dit pour le psychologue, parce que avec le recul, voilà, je sais qu'il m'a bien aidé, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait un travail qui m'ait permis d'avancer. Donc, et donc c'est ce que j'ai pu faire après mon hospitalisation. Et donc je suis allée au service de santé universitaire où je savais qu'il y avait aussi des psychiatres qui consultaient. Et donc j'ai été reçue la semaine dernière par la psychiatre qui a été très très à l'écoute. Dans les services de santé universitaire, le problème c'est que c'est pas fait pour du suivi. Donc c'est vraiment fait pour de la enfin de l'orientation plutôt vers un professionnel adéquat. Donc là, je suis encore en recherche de psychiatre et de psychologue.
Et quand tu as commencé à consulter le psychologue au CMP, ta demande première, c'était quoi? Tu voulais, c'était quoi la souffrance principale dont tu voulais te délester? C'était principalement pour l'anxiété, pour essayer de, je sais pas, peut-être mettre des mots ou essayer de trouver des solutions autres que les anxiolytiques. Et en fait, après ça, on a commencé à parler un petit peu de ma vie, et cetera. Et en fait, ce qui est ressorti et qui peut être effectivement un lien avec, l'anxiété, c'est, cette envie de tout contrôler, d'être dans le contrôle absolument pour tout, qu'il y ait pas de place pour le hasard, qu'il y ait pas de choses qui puissent venir s'intercaler ou autre. La peur aussi de l'échec, que je ne considère pas comme envisageable. Pourtant, en ce moment, Dieu sait que je suis dedans. Mais c'est toujours 2 choses qui sont un peu au cœur de tout ça. Enfin, peut-être, je sais pas vraiment. Et pendant le mois, où tu attendais ton premier rendez-vous avec le psychiatre, il s'est passé quoi? J'ai pu voir le psychologue toutes les semaines, donc ça a permis un peu de temporiser, la situation. Mais c'est quand même resté très, très compliqué, même carrément difficile. Je pense que c'est vraiment la première vraie phase dépression que je faisais. Et donc, c'était quand même assez violent parce qu'en fait, on voit pas d'avenir. C'est très sombre et en fait, on se projette plus. On se projette pas, donc un mois, ça paraît être, vraiment une éternité. Et ouais, donc c'est très difficile. Et au niveau de ces symptômes dépressifs, est-ce que tu as eu, aussi une prise en charge, pour ça? Alors, la prise en charge a été très simple et classique. Ça a été un antidépresseur, tout simplement. Je l'ai encore aujourd'hui, mais je suis pas sûre qu'il ait eu une grosse influence sur la dépression, ni même sur l'anxiété d'ailleurs, parce que ça a aussi quelques effets anxiolytiques. Cependant, il est toujours là. J'ose espérer qu'il sert à quelque chose et qu'il a vraiment un effet et j'espère que, ouais, que je suis quand même un peu réceptif parce que sinon c'est un peu triste. Donc à ce moment-là, pendant les premiers mois de ta prise en charge, il n'était pas encore question de cyclothymie? Le diagnostic est venu, plus tard? Donc le diagnostic, il s'est fait assez rapidement entre guillemets, dans le sens où ça a été fait, 1 an après, le début de tous ces symptômes, notamment dépressifs. Et il a été fait donc, pendant mon hospitalisation, parce qu'en fait, le psychiatre que j'avais en suivi au CMP, il voyait que ce qui était dépression, anxiété, et il voyait un petit peu le fait qu'il y avait des addictions. C'était pas quelque chose qui revenait, comme au centre en fait de la prise en charge. Et voilà, j'ai demandé à être hospitalisée et quand je l'ai été, on m'a demandé de lire un livre que j'ai lu donc dans la journée et le lendemain, on m'a demandé finalement ce que j'avais pensé de ce livre. Et en fait, c'était un livre d'une personne cyclotimique qui racontait un peu son quotidien, comment ça avait été diagnostiqué, et cetera, un peu tout son parcours. Et en fait, je me retrouvais dans énormément de situations. Parfois, voilà, c'était, quelqu'un qui était en phase dépressive, qui avait envie de rien, qui était très pessimiste, qui avait une perte d'intérêt pour tout, qui était voilà, qui était vraiment pas bien. Mais dans les phases d'hypomaniaque, alors là, moi, je suis pas sûre du tout de m'y reconnaître. Dans ces phases hypomaniaques à elle, je me retrouvais dans certaines petites choses, mais après, voilà, c'était pas non plus, enfin, par exemple, les dépenses excessives, travailler énormément, même la nuit, sans forcément faire attention aux heures. Ça, c'est des choses qui me sont arrivées aussi. Après, est-ce qu'on peut parler d'hypomanie? Je sais pas dans mon cas. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'en parlant avec mon psychiatre et avec d'autres psys, le diagnostic a été posé. Donc, pour certains, je sais que quand on pose un diagnostic comme ça, c'est compliqué à vivre. Pour moi, en fait, j'ai dit: «Bah, au moins je sais ce que j'ai, c'est bon, quoi». Enfin, je suis «tranquille» entre guillemets, je sais à quoi m'attendre, en fait. Donc voilà, c'est comme ça un peu que le diagnostic est arrivé, avec le temps, mais en même temps, assez rapidement. Donc cette hospitalisation, tu nous dis que c'est toi qui l'avais sollicitée. Qu'est-ce qui a fait, là, encore une fois, que, tu t'es dit que tu avais besoin de plus d'aide? Alors oui, oui, c'est moi qui l'ai sollicité parce qu'en fait,
Je l'avais déjà refusé auparavant, quand j'étais vraiment dans des phases dépressives très basses. Et j'étais pas bien du tout. Et je me suis dit, en fait, si je le fais pas maintenant, de toute façon, ça arrivera à un moment ou à un autre. Donc, comme pour la prise en charge finalement initiale, je me suis dit, plus j'attendrai, plus ce sera compliqué. Donc, pourquoi ne pas la demander maintenant, à un moment où je vais pas bien, mais je sais pas si c'est le bon terme, mais où je suis encore un peu lucide sur vraiment mon état, etc. C'est pour ça que je l'ai demandé à ce moment-là. Et c'est aussi pour ça que finalement mon psy a été un peu dubitatif, parce que pour lui, il y a rien qui permettait d'avoir une hospitalisation maintenant en l'état. Et donc voilà, il a fallu un petit peu négocier. Et en entrant à l'hôpital, tu t'attendais à quoi? Parce que c'était ta première expérience en hospitalisation pour ce type de trouble. C'est quoi en fait ce que tu t'imaginais qui allait se passer? Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et finalement, j'ai pas du tout été stressée à l'idée d'y aller. C'est seulement en fait le matin même, le matin de mon admission, où là j'ai eu un petit coup de pression, et où en fait j'ai eu un petit peu cette réflexion bête. Je savais qu'il y avait des gens qui avaient donc des pathologies, des troubles assez sévères, et c'est aussi un petit peu ce qui pouvait me freiner, parce que j'avais peur que leur impact sur moi soit négatif, dans le sens où ça m'affecte trop. Bah, non, c'était pas du tout comme ça. Les gens étaient quand même étaient tout à fait normaux, hein, voilà. Et après, au niveau médical, du coup, c'était aussi bien organisé. Donc, on devait voir un psychiatre chaque jour. Et donc ça, c'était une très bonne chose, en fait, parce que ça permet d'avoir un suivi qui soit très régulier. Et puis après, toute la journée aussi. Donc il y a les infirmières, évidemment, qui sont là, les infirmiers et les infirmières qui sont là toute la journée et toute la nuit, qu'on peut appeler en cas de besoin, évidemment. Et puis pour les traitements, voilà. Et en dehors des rendez-vous avec le psychiatre ou avec les infirmiers, il se passe quoi dans une journée classique d'hospitalisation? Donc il y a des activités qui sont thérapeutiques et d'autres qui sont libres. Donc les activités thérapeutiques doivent être prescrites par un médecin. Pendant ces activités, on peut faire du sport, on peut faire... il y avait de la poésie, il y avait de l'écriture, il y avait de la peinture, il y avait de la sculpture, un certain panel d'activités. Donc il y en a quand même un peu pour tout le monde, ou alors il faut être un peu difficile. Au niveau thérapeutique, il y avait des choses pour, par exemple, aider à la détente, ou des choses comme ça. Il y avait de la sophrologie, il y avait aussi de l'ergothérapie pour les personnes qui en avaient besoin. Je pense que c'était suffisant. Enfin après, à mon point de vue. Tu y es resté combien de temps à la clinique? J'y suis restée 2 mois et demi. C'était 2 mois et demi parce que c'est quelque chose qui était convenu au départ comme ça, ou c'est un délai qui a été décidé ensuite? Alors en fait, quand je suis arrivée à la clinique, il n'y avait pas de délai, il n'y avait pas de temps. Quand on est prêt à ressortir, et ben on ressort. Donc non, il n'y avait vraiment pas de temps de prévu à la base. Et pendant ces 2 mois et demi, ton état a évolué comment? Est-ce que tu t'es senti progressivement mieux? Est-ce qu'il y a eu à un moment un changement assez brutal, ou est-ce que ça a stagné? Qu'est-ce qui s'est passé finalement sur le plan de ton état psychologique? Alors ça a beaucoup évolué, beaucoup varié. Donc quand je suis arrivée, donc c'était un petit peu le moment où voilà, on connaît personne, on est un peu au milieu de tout le monde et on sait pas comment ça fonctionne, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que moi au début j'ai eu un peu tendance à m'isoler, comme beaucoup finalement. On s'isole dans sa chambre et on attend un peu que le temps passe. À table, on est avec des gens différents, donc ça nous oblige un peu à parler avec d'autres personnes. Et au fil du temps, même avec les activités, etc., on finit par discuter avec d'autres gens. Donc après, mon état a évolué. Sinon, donc au niveau de l'humeur, ça a été un peu les montagnes russes. Par moments, ça allait bien, par moments, ça allait moins bien. Enfin, ça m'a aussi permis de faire mon sevrage des benzodiazépines. Ça a été un petit peu chaotique, parce que je l'ai fait un petit peu à ma sauce, sans trop respecter ce qu'on avait convenu avec le psychiatre.
Et du coup, ça m'a valu un petit syndrome de sevrage sympathique. Et puis après, le fait voilà, de ne plus rien avoir à consommer dans ma chambre, dans un sens, ça m'a aussi un peu poussé à quand j'allais pas bien, j'avais pas d'autre choix que de prendre sur moi et que de faire avec ce qu'on a. Et donc ça peut aussi être un peu compliqué. Et moi, c'est vrai que quand ça allait pas bien, j'avais quand même des tendances à avoir envie de consommer. Et vu que j'avais rien, prendre sur moi, c'était un peu trop me demander à ce moment-là. Donc, ce que je faisais, c'est que j'avais toujours des petites choses à manger dans ma chambre, des gâteaux, des sucreries, enfin des petites choses comme ça. J'en mangeais beaucoup d'un coup pour essayer en fait de combler un petit peu ce manque de consommation. Une fois qu'on a ingurgité tout ça, on culpabilise et on se dit que c'est ridicule d'avoir fait ça. Et donc, quand c'est comme ça, moi, ce que je me dis, c'est puisque j'ai fait ça, maintenant, il faut revenir en arrière. Et le seul moyen de revenir en arrière dans ces cas-là, qui n'est pas le meilleur moyen d'ailleurs, c'est de se faire vomir. Donc, je dirais pas que ça a été une phase compliquée parce que pour moi, c'était vraiment sporadique. C'était pas quelque chose qui se répétait. On n'entrait pas dans les TCA, dans les troubles du comportement alimentaire. Par contre, j'en avais quand même parlé à mon psychiatre, évidemment. Et après, évidemment, ça s'est atténué avec le temps. Et maintenant, j'ai plus besoin de consommer ou autre. Tant qu'il n'y a pas d'anxiété derrière, j'ai pas besoin, j'ai pas d'envie de consommer. Sinon, ça s'est bien passé. Il y a eu des fluctuations d'humeur, mais ça, c'est un peu normal aussi, hein. Et puis, quand je suis sortie, j'étais quand même dans un meilleur état d'esprit. J'étais un peu plus combatif. J'avais un peu plus d'envie d'aller de l'avant, finalement. Même si, bon, on va pas se cacher que c'est vite passé, cet état d'esprit. 2-3 jours après, ça y est, j'étais retombée dans mes travers, quand même bien plus modérés. Déjà, il n'y avait pas de consommation de substances, que ce soit des benzos ou de l'alcool opiacé. Puis voilà, j'arrivais à gérer les choses moi-même sans avoir à consommer de médicaments en grande quantité. Donc on était plutôt sur une situation, on va dire, un peu, entre guillemets, normale. Voilà. Donc tous ces troubles ont commencé quand tu étais relativement jeune, finalement, dans l'âge de jeune adulte. Tu es aujourd'hui étudiant. Et est-ce que ces troubles ont eu un impact sur ta construction d'adulte, sur la construction de tes relations sociales, sur ton parcours scolaire, universitaire, tes relations familiales, tes relations amoureuses aussi? Est-ce qu'il y a eu un impact au-delà de ta propre souffrance? Est-ce que ça s'est répercuté aussi sur ton entourage? Au niveau social, je sais pas vraiment. Je pense que ça a eu une petite incidence, mais je vois pas un changement quelconque. Après, c'est vrai que les gens, quand je leur ai dit, en fait, je leur ai un peu balancé un peu une espèce de petit récap, quoi. Et du coup, forcément, ça fait un peu beaucoup à recevoir quand on s'y attend pas. Et donc oui, il y a quand même des amis qui m'ont dit, je sais pas quoi te dire, en fait. Moi, je suis un peu bouche bée, quoi, devant ce que tu me racontes. Je sais pas comment te parler, comment te répondre et tout. Il y a juste à leur répondre que en fait, je suis toujours pareil, que il y a juste à me parler normalement. Après, au niveau familial, du coup, c'est un peu particulier. Enfin, c'est particulier, c'est un grand mot, mais quand je vais par exemple chez le médecin ou autre, on me demande toujours si ça va. Enfin, du coup, on me pose beaucoup plus de questions par rapport à ma santé. Dès que je fais une prise de sang, dès que je fais le moindre petit examen ou autre, on me demande si c'est par rapport à ça, si ça va, si c'est pas les médicaments, etc. Donc après, je pense que oui, il y a quand même une part d'inquiétude dans ma famille par rapport au fait que j'ai quand même passé un certain nombre de nuits aux urgences pour des IMV et récemment un petit séjour en réanimation. Donc oui, c'est sûr que pour ma famille, c'est un peu compliqué parce que finalement, ils savent pas tellement à quoi s'attendre parce qu'ils se rendent bien compte que que c'est un peu aléatoire finalement et que tout peut arriver n'importe quand.
Bon, au niveau amoureux, c'est simple, hein, c'est le néant, donc comme ça règle, ça règle pas mal les choses. Mais après, le problème, c'est que moi, je me lasse très très vite des choses. Et du coup, j'ai un peu le sentiment, quand je passe beaucoup de temps avec une personne, que ce soit amical ou amoureux d'ailleurs, peu importe, je m'en lasse très vite aussi parce que tout commence bien et en fait, petit à petit, bon, ça fait partie du processus, mais petit à petit, on se rend compte des petits défauts, des petites manies, etc. de l'autre. Et du coup, ça me rend complètement fou. Donc ouais, c'est un peu... Enfin, j'ai tendance à me lasser ou alors faut qu'avec la personne, qu'on cohabite pas, quoi. Donc voilà. Et puis après, au niveau scolaire, universitaire, je saurais pas trop vraiment dire. Je pense que ça a quand même eu un impact parce que depuis que j'ai ces problèmes d'anxiété et surtout de dépression, j'ai beaucoup de mal à travailler à cause des problèmes de concentration. Ça devient vraiment compliqué de travailler. Sauf que du coup, j'ai quand même une masse de cours assez conséquente à apprendre. Et du coup, c'est vrai que c'est une très grosse part d'incertitude et d'inquiétude parce que je me dis, si je peux pas faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vois absolument rien d'autre qui puisse me convenir. Ou alors les autres choses qui puissent me convenir vont être des choses où aussi il faut faire des études. Donc c'est un peu compliqué. Et puis il y a aussi ce problème des absences. Avec les aménagements, j'ai droit à quelques absences ponctuelles qui ne sont pas préjudiciables. Les cours, par exemple, où il y a des choses notées, que ce soit des TD, des TP, ou même pour les partiels, si jamais on ne peut pas être présent, le problème, c'est que du coup, on passe directement au rattrapage. Donc, c'est la règle, hein, mais du coup, je trouve ça un petit peu compliqué de se dire que déjà qu'on n'est pas sûr de soi et en plus, on nous prend une chance de plus. Donc, au lieu d'avoir deux chances, on n'en a plus qu'une. Je trouve ça un petit peu compliqué et du coup, ça met pas du tout en confiance. Mais sinon, après, j'ai pas spécialement d'impact sur l'universitaire, si ce n'est le fait de travailler et d'apprendre ses cours. Et aujourd'hui, sur tous ces plans de l'anxiété, de la dépression, de la consommation de substances, tu en es où? En ce qui concerne l'anxiété, elle s'est très largement diminuée. Alors, elle est toujours présente, mais elle est relativement gérable selon les moments. Parce que j'étais quand même arrivée à un point où j'arrivais plus à sortir de chez moi. Passer le pas de ma porte, c'était quand même très, très, très compliqué. Il m'était impossible de prendre un transport en commun. Alors qu'aujourd'hui, je prends les transports en commun et ça me pose plus trop de problèmes. Alors, j'ai toujours des petits moments d'anxiété, des petits moments un petit peu plus compliqués, mais dans l'ensemble, c'est très gérable. Au niveau de la dépression, maintenant, c'est plus compliqué parce qu'elle est toujours là, malgré les traitements. C'est quand même assez persistant. Après, je trouve quand même qu'elle est un peu atténuée. Il y a toujours des moments où ça redescend vraiment bas, mais dans l'ensemble, c'est assez atténué. Que mon humeur neutre, latente, c'est la dépression. Dans le sens où je suis toujours un peu dans cette humeur-là, un peu dépressive, mais on s'y fait un petit peu avec le temps. Et après, pour les consommations de substances, pour l'instant, tout va bien. Je ne consomme plus de substances, si ce n'est quelques benzos de temps à autre, mais très occasionnellement pour l'anxiété. Je sais que l'alcool, j'en ai reconsommé donc avec des amis, dans un cadre festif, et j'ai pas été tentée d'en boire plus que de raison. Et puis les opiacés, ça, j'en ai pas sous la main et j'en ai pas besoin, donc voilà, ça m'est un peu égal pour les opiacés. Donc pour l'instant, oui, j'ai quand même une consommation qui est bien claire. J'avais déjà initié un contact avec le XAPA pour que je puisse les contacter et avoir un suivi avec eux, avec un addictologue pour ça. Et aujourd'hui, ta prise en charge, elle consiste en quoi? Pour l'instant, j'ai une prise en charge purement médicamenteuse, donc avec un psychiatre. Enfin, en tout cas, je cherche encore un psychiatre, mais j'en vois quelques-uns ces derniers temps. Et donc, je vais avoir un régulateur de l'humeur. C'est donc le lithium. Il n'est pas forcément recommandé en première intention, mais bon, j'ai eu un autre traitement d'essayer donc la motrigine. Sauf que quelques semaines après, parce qu'on a augmenté un peu trop vite les dosages, j'ai fait une réaction cutanée et donc il a fallu arrêter cette molécule. Et donc à ce moment-là, mon psychiatre m'a proposé 2 molécules.
il m'a dit de m'informer dessus et de lui dire le lendemain ce que je préférais. Donc c'était soit le lithium, soit l'aripiprazole. Et moi je connaissais plus le lithium. Je savais que c'était entre guillemets une valeur sûre dans le sens où on le connaît depuis bien longtemps. Donc je suis partie là-dessus. En parallèle de ça, j'ai toujours l'antidépresseur, donc l'escitalopram, et puis du propranolol pour essayer justement de prévenir les angoisses, de l'alprazolam, donc une benzodiazépine, puis de la loxapine en cas d'extrême angoisse. Voilà. Si tu pouvais changer une chose là maintenant, comme ça en claquant des doigts, ce serait quoi? S'il y a une chose que je pouvais changer, je pense que ce serait les maux de ventre, tout bêtement, qui m'arrivent pendant l'anxiété. Parce qu'en fait, souvent, c'est un peu le déclencheur justement de toute la cascade d'angoisse. Et donc, se débarrasser de l'anxiété, ce serait déjà une bonne partie de régler et au moins je pourrais me concentrer sur autre chose et ne plus penser à ça en presque continu. Et d'un point de vue plus personnel, si tu devais te décrire en un mot, ce serait quoi? Je dirais que je suis assez indécis. J'aime pas faire des choix, j'aime pas choisir. C'est toujours compliqué de choisir. Bon, parfois, il n'y a pas le choix, hein, mais du coup, ça rend les choses parfois un peu compliquées. Ça peut rendre les choses aussi très frustrantes. Ça me définit bien d'être frustré. Je suis très frustrée dans la vie. Indécis, frustration, c'est bien. C'est deux mots, mais si je devais en choisir un, justement, je ne saurais pas lequel choisir. Donc je l'ai dit tout à l'heure, tu es étudiant en ce moment. Tu te destines à quoi comme carrière? Donc je suis étudiant en 4e année de pharmacie. Mon objectif premier, c'est d'être pharmacien hospitalier. Je ne sais pas encore si je me vois plus dans la pharmacie clinique ou autre, ou dans la biologie médicale, mais ce que je sais, c'est que dans les deux, il y a des choses qui peuvent m'intéresser. Cependant, évidemment, il y a un petit concours à passer avant de pouvoir accéder donc, à cette filière-là. Donc voilà, on verra bien. On va essayer de faire le maximum pour l'avoir. Quelque chose que j'aimerais faire en plus, ce serait enseigner. J'aimerais bien faire de l'enseignement. Je pense que comme beaucoup d'étudiants, on sait que la pédagogie, c'est pas forcément ça dans un certain nombre de facs. Mais du coup, essayer aussi un petit peu de revoir cette manière d'enseigner pour que ce soit plus efficace, en fait, et que ce soit plus intéressant, surtout pour les étudiants. Donc voilà. Et puis, après, ça, je me dis, ça, c'est mon premier plan. Et mon deuxième plan, c'est que si je ne réussis pas justement ce concours, ce serait déjà une très grande déception. Mais la vie, elle s'arrête pas pour autant. Donc, faire de l'officine et en parallèle, passer un master de psycho pour justement jongler un peu entre les deux et pas me lasser justement de l'un ou de l'autre. C'est pour ça que j'ai un peu besoin d'avoir plusieurs choses sur lesquelles me concentrer parce que sinon, je me lasse très vite. Donc, en ce moment, j'essaie de créer un site internet justement autour de la cyclothymie. Donc, il est en construction, mais ça avance pas très vite. mais il est là et j'espère qu'il verra le jour pas trop tard. Donc voilà, ça me permet d'avoir plusieurs activités, avec des activités où ce sont les miennes et où j'ai pas besoin de me mettre la pression et il n'y a pas de délai. Et si c'est pas fait demain, ce sera fait après-demain et c'est pas grave. Donc voilà. Est-ce que tu as un message à faire passer aujourd'hui? Je pense que le seul message à passer, en tout cas c'est celui qui me semble le plus important, c'est de pas hésiter à consulter qui que ce soit un médecin généraliste, un psychiatre, un psychologue, peu importe. Quand on a des difficultés comme ça, psychologiques, psychiques, de quelque sorte qu'elles soient, que ce soit de la détresse émotionnelle, que ce soit des addictions, que ce soit
quoi que ce soit, je pense que l'important, c'est de savoir consulter le plus vite possible pour essayer d'éviter toutes les complications un peu possibles où la prise en charge deviendra beaucoup plus complexe et beaucoup plus contraignante aussi. Le message à faire passer, c'est de consulter dès qu'on en a besoin et de ne pas attendre. Et voilà. Il me reste à te remercier, Lilian, pour ce message que tu souhaites nous faire passer et d'avoir participé également à cette émission. On te souhaite tout le succès dans tes études et dans tes projets. Et voilà, je te remercie une nouvelle fois. Eh bien, je te remercie à ton tour, Mickaël, d'être venu à Tours, de m'avoir permis de passer donc ce message et de parler de la cyclothymie. Vous venez d'écouter Les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. La musique a été composée par Alex Rocher, les illustrations sont de Manon Combe. Si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous écrire à podcast@placedesciences.fr. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, si vous vous reconnaissez dans un témoignage ou ressentez un mal-être psychique et avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à vous rapprocher des associations de patients. Des ressources sont également disponibles sur notre site placedesciences.fr. Merci encore et à très bientôt.